découvert quand je faisais des recherches pour un autre film sur un tueur en série. Et j'ai lu un livre sur les tueurs en série. Et en préambule du livre, l'auteur parlait du cas de Bruno Redal, qui n'est pas un tueur en série vu qu'il a tué qu'une seule fois. Et qui était un peu différent de tous les autres serial killers qui étaient décrits dans ce livre, qui étaient surtout américains, qui vivaient dans des villes au XXe siècle. Et là, il y avait ce petit paysan chétif qui voulait être prêtre dans le Cantal de 1900. Il y avait tout un contexte qui détonnait, selon moi, avec ce qu'on pouvait attendre d'un film de tueur en série. Donc déjà, il y avait ce contexte particulier qui m'intéressait. Et très vite, surtout, c'est les mémoires que Bruno Redal a écrits en prison à la demande des médecins qui devaient déterminer s'il était fou ou pas. Ces mémoires qu'il a écrits, quand je les ai lus, j'ai trouvé que c'était un texte absolument fabuleux. Et que surtout, ça révélait derrière le petit criminel monstrueux que tout le monde décrivait, une sorte d'âme tourmentée, d'un jeune adolescent avec des pulsions qu'il n'arrivait pas à exprimer. Voilà, un individu solitaire, intelligent, lucide, et qui était surtout en lutte contre lui-même. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire autour de ce personnage très ambivalent. C'est un enfant qui était dominé par des choses qui le surpassaient, et d'avoir ce rapport passé, présent, et d'être dans un film où tout ce qui a déjà eu lieu, tout ce qu'on voit a déjà eu lieu. Je crois que ça permettait de représenter cela. Et sur la voix off, en fait, c'est que vu qu'il cachait toutes ses émotions, vu qu'il enfouissait tout ce qu'il ressentait au fond de lui, c'était le moyen de permettre d'accéder à lui, d'essayer de le comprendre, d'entrer en empathie si on a de l'empathie pour lui. En tout cas, d'essayer de... en plus, ce qui est intéressant avec Bruno Redal, c'est qu'il se juge lui-même, c'est pas qu'il se juge, mais il s'analyse lui-même énormément. Alors qu'il avait 17 ans quand il a écrit ce texte, il a une capacité d'analyse, une lucidité sur lui-même et sur son environnement, ses proches, assez dingue. Donc il permettait à la fois d'être un truc très bizarre, un texte très intérieur, très personnel, très singulier. Et en même temps quelque chose d'assez froid, distant. Ce mélange va beaucoup plus. Ah, me disais-je, à quoi bon lutter contre le destin? Tu dois être assassin. Ce qui doit arriver arrivera. Réjouis-toi. Tout à l'heure, tu vas terrasser Blondel. Blondel si beau, si fier, si intelligent. Lui que tu aimes tant. Tu le tiendras. Tu le posséderas. Tu le tueras. Il sera à toi seul, à toi tout entier. Je pense que dans le film, il y a peut-être plus, mais en tout cas, il y a 3 institutions principales qui sont filmées, la famille, le séminaire et en effet le monde médico, légal, juridique, voilà. Et je voulais en tout cas qu'il y ait un contraste très fort entre tout ce qui est rural, on va dire, tout ce qui est dans la famille, même dans les accents des comédiens, dans les costumes, dans la tenue, la posture, qui est quelque chose d'assez marqué, pour contraster avec les 2 autres institutions, l'église et on va dire la prison, les juges, les médecins. Parce que Bruno aussi a souffert toute sa vie une sorte de complexe de classe, de sensation d'être inférieur. Et il avait ce désir de s'élever et quelque part pour dominer l'autre, pour pouvoir l'écraser à son tour, ce qui est un truc très commun chez les tueurs en série. Il y a quelque chose qui a été assez pratique, entre guillemets, pour qu'avec Dimitri on constitue le personnage, parce que c'est un vrai rôle de composition. Quand on le voit en vrai, il est loin du Bruno du film. Et c'est qu'on a quelques photos du vrai Bruno Redal. Donc on voit à quoi il ressemble, comment il se tenait. Il y a le rapport des médecins sur lui où ils décrivent absolument
tout sur son comportement, comment il parlait, comment il rentrait dans une pièce, comment il serrait la main, enfin ils décrivent très précisément tout ça. Et il y a le texte de Bruno où il explique voilà, comment il agissait, comment il était maladroit, comment il faisait des choses. Donc il y avait tout un corpus comme ça de textes, de documents qui nous a servi à essayer d'être au plus proche de ce qu'on imaginait être Bruno. Et ensuite, ça a été un travail de trouver la voix de Bruno, son débit, son accent. Sur la posture, avec Dimitri, on a fait en préparation pendant plusieurs mois beaucoup d'essais. Il fallait trouver la juste mesure de se casser le dos, de se casser les épaules. Très vite, en tout cas, c'était clair que l'histoire s'était passée dans le Cantal, vraiment sud-Cantal, frontière à Aveyron. Il fallait tourner dans ce coin-là, principalement. Et du coup, j'ai concentré les repérages à fond sur toute cette région. Et après, c'était compliqué juste de résister à l'envie de faire de la carte postale, de faire du trop beau paysage. Donc ça, c'est souvent des choix de focale, des choix de où on place le personnage dans le cadre pour essayer de faire vivre ce décor sans le magnifier, sans... Par exemple, il n'y a aucun plan de ce qu'on appelle les establishing dans le film. Il n'y a jamais aucun plan de paysage qui permet de passer d'une séquence à l'autre. Ça, très vite, je me suis interdit ça. Je voulais qu'on colle toujours au personnage et qu'on découvre les décors avec lui, mais que jamais on décroche pour magnifier quoi que ce soit. Dès que j'ai commencé à écrire, mais vraiment au tout début de l'écriture, tout de suite, il y a un morceau d'Olivier Messiaen, celui qui revient à 3 reprises dans le film, je crois, que j'ai tout de suite associé au film, à Bruno et au ton du film, quoi. Je voulais qu'il y ait ce ton un peu mélancolique, un peu langoureux, je voulais plus un ton mélancolique que agressif, violent et à partir de ce morceau, en fait, j'ai décliné. Dans le film, il y a, je crois, 7 ou 8 morceaux d'Olivier Messiaen. Et c'est devenu un peu le compositeur du film, même s'il est décédé depuis une vingtaine d'années. Et il y avait cette idée d'avoir des morceaux qui reviennent. Souvent, les morceaux reviennent au moins 2 fois, pas tous, mais certains, pour avoir ce côté un peu de motif, de choses qui se répètent, mais qui avancent quand même. Et de temps en temps, on a mis des morceaux de plus en plus dissonants, des petites choses... pas forcément très audible, mais qui crée un petit déréglage, comme si progressivement la mécanique s'enrayait, qu'on allait vers quelque chose d'un peu plus moins harmonieux.